Michel Charpentier, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. On va parler avec vous de cette lettre que vous avez adressée aux candidats aux élections législatives en leur demandant de se positionner sur les principales questions environnementales de Mayotte. Alors c'est une habitude, ce type de démarche en métropole où les groupes constitués, les forces en présence questionnent les candidats pour leur demander leur point de vue et communiquent les réponses. C'est un peu une première à Mayotte. Pourquoi avez-vous pris cette initiative, Michel Charpentier ? D'abord parce qu'il suffit de voir aux élections antérieures, en général, l'environnement n'est pas spécialement un thème de discours dans les campagnes électorales. Non. Ça ne semble pas être vraiment une préoccupation. Ou alors ça reste autour d'une sorte de cliché. On a le plus beau lagon du monde, on va le préserver et le valoriser. Mais il y aurait beaucoup à dire à ce sujet-là. Donc, on a voulu essayer d'interpeller les candidats, tous les candidats, les 21 qui se présentent à Mayotte bientôt, et leur demander quelle est leur position sur un certain nombre de thématiques qui sont à la fois des thématiques très générales, très planétaires, si j'ose dire, comme le réchauffement climatique, et le décliner sous un aspect plus local. Par exemple, sur le réchauffement climatique, au niveau de Mayotte, comment est-ce que ça peut arriver un jour ou l'autre à toucher l'île ? Eh bien, très probablement d'abord au niveau des littoraux, parce que le réchauffement climatique, ça sera vraisemblablement des accidents de nature météorologique, genre cyclone, tsunami ou choses comme ça, qui seront plus fréquents et plus violents. Ça, c'est ce que nous disent les rapports du GIEC depuis des années et des années. Et puis, par ailleurs, l'élévation du niveau de la mer. C'est déjà une réalité, Michel Charpentier. C'est déjà la réalité, d'abord parce qu'il y a eu l'enfoncement de l'île de 15 à 20 cm à la suite du volcan. Et puis, on s'en aperçoit aussi assez régulièrement lors des grandes marées. Eh bien, on s'aperçoit que la mer commence à lécher vraiment les constructions qui sont les plus en bord de mer. Et vous avez des plages qui ont été aussi endommagées par les activités humaines, je pense à celle d'Iloni, où de nombreuses démarches sont mises en œuvre pour tenter d'empêcher la mer de gagner sur la terre. Oui, alors, de ce point de vue-là, dans le monde, il y a des réactions qui peuvent être très diverses. J'ai souvenir d'avoir vu à Anjouan, à Bimini, un mur qui avait été construit face à la mer pour protéger le village. Ça, c'est en pure perte, parce qu'on sait que si vraiment il y a une élévation du niveau de la mer, le mur, quelle que soit son épaisseur, il finira par céder. Et donc le problème, ce n'est pas de faire des protections artificielles pour protéger les habitations, c'est premièrement de faire en sorte que les habitations ne soient pas en zone inondable. Donc oui. Il faut les repousser. Repenser l'aménagement. Repenser l'aménagement et veiller à ce qu'il n'y ait pas de construction qui se trouve en zone de submersion marine. Alors Michel Charpentier, qui vous a répondu ? Il n'y a pas eu beaucoup de réponses pour l'instant. Le premier à répondre et à répondre avec beaucoup de détails, ça a été le député Camardine, que je remercie d'ailleurs parce que il a été assez précis sur un certain nombre de points. Monsieur Mohamed Mondjié, j'ai vu aussi... Lui aussi très sensibilisé, il a porté le projet Caribus, donc toutes ces questions, préservation de mangroves, d'aménagement, c'est des sujets qu'il maîtrise bien. Oui, tout à fait. Et j'ai vu, même si la réponse n'a pas été directe, que M. Elad Chakrina a aussi pris en compte les questions qu'on avait posées. Après, les autres, je veux bien croire qu'ils n'ont peut-être pas trop le temps, mais ça serait quand même intéressant qu'on sache, soit par une réponse directe, soit dans leur discours de campagne ou leurs interviews, comment ils se positionnent sur ces questions environnementales. Il y a
10 candidats dans la circonscription 1, 11 candidats dans la circonscription 2, ça fait 21 candidats. 3 candidats sur 21 qui prennent leur plume pour vous répondre. Moi, ça m'inspire deux choses. Soit ils n'ont pas conscience de ce qu'ils font pas, soit ils s'en fichent complètement de l'environnement. Je pense que la vraie réponse, elle est peut-être entre les deux, avec un petit peu des deux. Vous voyez, par exemple, j'ai vu dans des interviews que certains candidats, comme je disais tout à l'heure, parlent beaucoup du lagon, quand toutefois ils parlent de l'environnement, en disant on a un très beau lagon, etc. Mais sur le lagon, il faut quand même s'interroger. Qu'est-ce qu'on va laisser aux générations futures? Le lagon, actuellement, il est très loin d'être en bon état de santé. Il reçoit 20 000 tonnes de terre par an. C'est le BRGM qui a établi ça. Bien sûr. 20 000 tonnes de terre par an, ça représente à peu près, presque 100 tonnes de terre au kilomètre linéaire. Et en plus, il y a des côtes qui en reçoivent beaucoup plus que d'autres. Les déchets dans le lagon? Il y a les déchets. Et puis, il y a les pollutions liquides, tout ce qui vient par les rivières. L'assainissement, par exemple. Voilà, l'assainissement. Et toutes les rivières, on le sait, à l'embouchure, sont polluées. Et donc, là, il y a des vraies préoccupations auxquelles s'ajoute quelque chose à quoi on ne peut pas grand-chose, c'est l'acidification des océans, avec le risque qu'à terme, les récifs coralliens se désagrègent à cause de l'acidification. Et donc, ça sera une barrière protectrice de moins pour les côtes mahorais. Michel Charpentier, parmi les sujets de préoccupation qui sont les vôtres et sur lesquels vous intervenez régulièrement et vous alertez, il y a un sujet très grave qui est celui de la déforestation. Vous pouvez nous rappeler combien on perd d'hectares de forêt chaque année à cause essentiellement de la culture sur brûlis? Oui, alors... bon, d'abord, il faut quand même préciser un petit peu qu'il y a forêt et forêt. On parle de couvert forestier, parce que la forêt proprement dite, avec rien que des arbres, c'est essentiellement ce qu'on appelait jadis les réserves forestières, et qui appartiennent à l'ONF aujourd'hui et au département surtout. Mais grosso modo, on perd environ 300 à 350 hectares de couverts forestiers chaque année. C'est de l'ordre de 7% de la forêt. C'est le record toute catégorie pour les départements français. On a en France une tendance générale depuis pas mal de temps, au contraire, à une augmentation de la forêt. À Mayotte, c'est le contraire. C'est le contraire parce qu'on déforeste. C'est le contraire parce qu'on déforeste. Et on le voit derrière, c'est de l'agriculture. Voilà. Et c'est pas de l'agriculture légale. On ne jette pas l'opprobre sur les agriculteurs qui font leur job. On est sur des parcelles qui sont prises en possession par des personnes probablement en situation irrégulière qui incendient pour planter des bananes et du manioc. C'est ça la réalité. Oui, tout à fait. Et notamment dans les zones qui sont les plus proches des zones urbanisées. Je discutais récemment avec des agents du service de ressources forestières du département qui me disaient que la zone qui est la plus ciblée pour eux, c'est le massif du Mont Sapéré, parce que c'est proche de Mamoudzou et de Koungou, et c'est évidemment... Et de Kawini. Et de Kawini. Alors, parmi les propositions faites par Mansour Kamardine, puisque vous disiez qu'il avait répondu, quelles sont les propositions qui vous ont paru les plus sensées dans ce qu'il a fait? Parce qu'après tout, trois candidats députés ont répondu. Mettons en valeur leur réponse. Eh bien, d'abord, justement, sur la question de la forêt, ce qu'il propose, en reprenant les propositions qu'on a faites il y a déjà quelque temps, c'est de stopper la déforestation et de replanter. Replanter est vraiment très important. Et replanter des essences locales, pas replanter n'importe quoi. De replanter des essences locales et de demander que les financements qui ont été prévus par les assises de l'outre-mer, à l'époque que pour la forêt hexagonale,
puisse être aussi utilisé pour les forêts d'outre-mer. Vous vous étiez insurgé d'ailleurs au moment où ce plan a été connu. Vous vous êtes insurgé parce que l'outre-mer n'était pas dans les financements et donc évidemment encore moins Mayotte. Oui, tout à fait. Et il ajoute une proposition qui est intéressante, elle existait plus ou moins dans la législation, c'est que lorsqu'il y a pour des aménagements collectifs 1 hectare de couvert forestier qui est mis à mal, qu'il y ait obligatoirement compensation de 2 hectares à replanter. Hein. Ça devrait être effectivement quelque chose de systématique. Alors dans les projets d'EDM, qui des fois construisent, donc en construisant on détruit des parcelles, ils ont un partenariat fort avec l'Office national des forêts et ils financent, c'est la compensation environnementale, ils compensent qu'ils détruisent en finançant des spécialistes, en l'occurrence l'ONF, pour replanter des parcelles. Et d'ailleurs, ils le font à Vounzé, c'est-à-dire dans la forêt de Msapéré. Oui. Mais vous voyez, à ma connaissance, la capacité de replantation dont dispose l'ONF, la capacité, c'est à la fois des moyens matériels et des moyens humains. Oui. Hein. C'est de l'ordre d'à peine une centaine d'hectares par an. D'accord. Hein, alors qu'on a, je vous dis, 350 hectares environ qui disparaissent chaque année. Donc on n'en est même pas à essayer de rester sur un plan d'égalité entre déforestation et replantation. Alors, Mohamed Mondjé, quelles sont les propositions phares, ou en tout cas celles qui ont retenu votre attention, qu'il a pu proposer? Alors, Mohamed Mondjé n'a pas eu le temps de rédiger, il m'a simplement envoyé un message en me disant qu'il était largement d'accord avec la plupart des propositions. Je lui laisse le temps de les préciser. Alors, dans les sujets que vous avez pointés dans ce courrier, il y en a un qui est le classement de Mayotte. Effectivement, pendant plusieurs années, le conseil départemental a eu ce projet de classer l'île, le lagon plutôt, au patrimoine mondial de l'UNESCO. Vous questionnez les candidats sur l'intérêt d'un classement comme celui-là ou un autre, vous en listez plusieurs dans votre courrier, qui permettrait de créer des aires protégées autour de notre île, et donc peut-être d'améliorer leur protection. Est-ce que vous pouvez nous expliquer où vous voulez en venir avec ça? Il est clair qu'un territoire qui dispose d'une aire de protection de type patrimoine mondial de l'UNESCO ou réserve de biosphère qui est également de l'UNESCO, ça donne un attrait international. Hein. Par exemple, le lagon de Nouvelle-Calédonie, enfin certaines parties du lagon de Nouvelle-Calédonie ont été classées patrimoine mondial. C'est clair que c'est quelque chose d'attractif. On sait, puisque la décision avait déjà été prise par le Conseil général d'enclencher une étude sur le sujet, on sait qu'il y a un certain nombre d'obstacles. D'abord parce que le lagon n'est pas en bon état de santé. Oui. Or, l'UNESCO veut bien protéger des biens à la condition qu'ils soient relativement préservés. Et puis deuxièmement, il y a le problème des Comores, hein, qui fait que comme on dépend de l'ONU ou de l'UNESCO, l'UNESCO c'est l'ONU, il y a un problème. Bien sûr. Mais bon, on avance aussi maintenant l'idée du parc national, un peu comme le parc national de la Réunion ou de la Guadeloupe ou de Guyane. Parce que le parc national, comme son nom l'indique, c'est national, on ne dépend pas des Comores pour pouvoir le déterminer. Et l'intérêt du parc national, c'est que ça pourrait à la fois couvrir la zone terrestre et la zone marine. Hein. Or, la zone marine, tous les problèmes qu'elle rencontre, ils viennent de la terre. Hein. Donc on ne peut pas s'occuper, on a le parc marin qui est une
très bonne institution, mais le parc marin en lui-même, dès qu'il veut commencer à régler un peu ses problèmes, il faut qu'il regarde du côté de la Terre. Du côté de ce qui se passe derrière vous, là, par exemple. Voilà. Et il n'a pas les moyens d'action. Et il n'a pas la compétence pour ça. Bien sûr. C'est pas son domaine. Et donc, ça serait certainement plus intéressant d'essayer d'effectuer ce continuum entre la terre et la mer à travers une institution comme le parc national. J'en profite tout de suite pour dire que ce n'est pas quelque chose de forcément contraignant. Un parc national, il y a deux zones, ce qu'on appelle la zone de cœur, qui est vraiment une zone de protection, qui pourrait, si ça existait, ça recouvrirait notamment la réserve naturelle nationale des forêts. Et puis les zones périphériques qui peuvent être bien sûr habitées, cultivées, etc. Ça ne pose pas de difficultés particulières, c'est le cas d'ailleurs à La Réunion actuellement. Mais ce système aurait un peu l'avantage d'être plus cohérent pour la protection et en même temps pour l'île, ça représenterait quand même un intérêt pour l'extérieur. Michel Charpentier, c'est déjà la fin de ce temps de parole. Ça passe à une vitesse incroyable. Je voulais qu'on parle de transition énergétique, d'énergie renouvelable. Vous reviendrez ? Oui. C'est la fin de ce temps de parole. Et bien tout de suite, la suite de nos programmes.